Chers amis, chers camarades et chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de Radio Méridien Zéro pour votre traditionnelle méridienne. Wiesdorf à la barre pour vous accueillir avec mon ami Jean-Louis Romégas. Bonsoir, bonsoir. Et avec nous une nouvelle voix, enfin on l'espère, en tout cas c'est sa grande première. Je la laisse se présenter, mademoiselle, madame. Bonjour à tous, je suis Aglanis et j'accompagne pour la première fois mes camarades, mes nouveaux camarades. Je fais ma rentrée un petit peu en retard, mais voilà. En tout cas, bienvenue et on est très heureux de pouvoir t'accueillir sur Méridien Merci. Zéro. Nous avons la grande joie aujourd'hui de recevoir notre ami David Lépée. Bonjour David. Bonjour. Alors David, nous l'avons déjà reçu, il était venu il y a de ça quelques années pour la sortie de Socialisme asiatique, je crois que c'était ça le titre du livre, j'ai du mal avec les dits décidément, qui était sorti en 2017, L'Orient est-il toujours rouge aux éditions de Livre Noir. Voilà, donc on est très heureux de recevoir David. Pour évoquer un petit peu son actualité, il est très actif, comme notre ami Raphaël Pomé, que je vais recevoir prochainement, sur tout ce qui est les phénomènes sociétaux, notamment en lien avec le wokisme, les études de genre et compagnie. Donc ça, on va pouvoir évoquer ça, bien évidemment. On va évoquer aussi un petit peu son analyse un petit peu globale du système politique et il est très affairé sur la chose également. Et bien sûr, peut-être pour commencer cette émission, le présenter, David Lépée, Suisse. Très heureux donc de recevoir notre ami suisse, titulaire d'une licence en philosophie, passionné par l'histoire des idées et des sciences politiques, et il collabore régulièrement en revue Éléments, Rébellion, et j'ai vu aussi Front Populaire. Oui, depuis 2-3 ans, Front Populaire, oui. Ok. Et surtout, bien sûr, rédacteur en chef de la revue Crisis. Crisis qui édite 2 fois par an, je crois, c'est ça ? Quand on arrive à tenir ce rythme-là, oui. Ok, oui, c'est très ça. bien. Donc David s'intéresse, donc, comme je dis, à beaucoup de tout ce qui relève du sociétal, mais également l'histoire du socialisme et les débats autour de la démocratie directe, parmi ses sujets de prédilection. Tout d'abord, quelques mots sur le colloque Éléments, puisqu'en fait, c'est la raison de ta présence, on se tutoie, il n'y a pas de problème, de ta présence sur Paris actuellement. Donc peut-être un petit mot sur la revue Éléments et ses 50 ans qui ont été fêtés dignement, j'imagine, hier. Oui, effectivement, il y avait beaucoup de monde. Je ne sais pas exactement, on attendra les chiffres de la police pour pouvoir les multiplier par 2. Mais non, elle n'était pas là, donc une salle a suffi, il n'y a pas eu besoin d'une salle de secours, on ne sait jamais dans ces années d'armagnesque. Mais non, ça s'est bien passé, je crois. Les gens m'avaient l'air contents, donc il y a eu pendant plus de 5 heures des tables rondes, des conférences, suivies d'une verrée. Peut-être qu'on peut laisser mademoiselle en parler puisqu'elle était présente et que c'est difficile d'être juge et partie d'un événement auquel on a participé. Alors, un premier sentiment, un premier ressenti par rapport à la journée hier. Oui, alors effectivement, j'ai présenté au colloque hier et j'ai pu constater que la salle était pleine, donc grand succès quand même pour ces 50 ans. On a eu le plaisir d'avoir plusieurs intervenants avec des personnages qui ont pu nous expliquer, notamment en première partie, les clivages gauche-droite, et puis ensuite différents intervenants sur notamment le wokisme. Voilà. Oui, ça c'était la table ronde que tu animais. Ça, voilà, c'est ça. tout à fait. Le thème de la pensée unique au wokisme face au plic de la pensée. Là, tu as dû te faire plaisir quand même. Ah bah oui, c'est un sujet... Un régal. Oui, on veut dire ça comme ça, oui, bien sûr. C'est un sujet d'actualité, mais qui était important de traiter, parce que, évidemment, quand on fête ses 50 ans, c'est l'occasion de remettre les choses dans une perspective du temps long, et il est évident que le wokisme est un thème nouveau, sous cette forme-là, sous cette appellation-là. Ça date de quelques années, je ne sais pas, peut-être 4-5 ans maximum, dans l'espace francophone du moins, avant. Mais en réalité, ça fait 50 ans qu'on le combat sous d'autres formes, et notamment ce qu'on a appelé le politiquement correct, ce que Alain de Benoît appelait, je crois que l'expression est de lui, la pensée unique. Elle est de lui, je précise, je mettrai une nuance, je ne suis pas tout à fait... pas tout à fait convaincu par cette expression, parce que quand on dit pensée unique, on a l'impression que tout le monde pense la même chose. C'est évidemment et heureusement pas le cas. Par pensée unique, on entend une pensée socialement dominante, minoritaire certes, mais surreprésentée à travers un certain nombre de canaux médiatiques notamment, et qui... comme le veut la théorie libérale, envisage de ruisseler sur la population et la société civile. Heureusement, ça ne fonctionne pas très bien, mais c'est ça qu'il faut entendre par pensée unique. Le wokisme n'est qu'un nouvel avatar de ça, et on a toujours été, disons, à l'avant-garde de ces résistances intellectuelles, donc il était intéressant d'en parler en replaçant ça dans une perspective un peu plus longue. Okay. Peut-être qu'Alain de Benoît envisageait aussi le concept de pensée unique
au prisme de ce que Hannah Arendt avait pu écrire. Oui. Le totalitarisme n'a pas forcément des bottes, il n'a pas forcément un uniforme. Le libéralisme peut être un totalitarisme. Tout dépend, en fait, il suffit qu'il en reprenne le fonctionnement. Oui. Et finalement, la pensée unique libérale reprend ces codes-là. Tout à fait. Elle prend de plus en plus ce tournant-là. J'en parlais justement hier dans la table ronde. On a été parmi ceux qui ont repris en premier ces notions de libéralisme libertaire forgées par Michel Clouscar, reprises par Jean-Claude Michéa, et qui me semblait, il me semble toujours dans une certaine mesure pertinente. Néanmoins, il faut voir l'histoire de manière dialectique. Et tout est mutation, tout est transformation. Et aujourd'hui, ce libéralisme est de moins en moins libertaire, ce qui n'était déjà qu'en vitrine, et de plus en plus autoritaire. Déjà, sur le plan de l'économie, on sait bien que le capitalisme, n'en déplaise aux doctrinaire libertarien, n'est pas autorégulé, mais qu'en fait, il a bien besoin de l'intervention de l'État pour pouvoir prospérer. Cette intervention, c'est donc une intervention de force, de coercition, puisqu'elle passe aussi, quand il le faut, par les répressions policières. Est-ce que finalement, je ne sais pas, la répression policière de manifestations comme les Gilets jaunes ou autres, c'est pas aussi une intervention de la force armée en faveur du marché contre les revendications des peuples? Donc déjà, on voit que ça... Sur le plan économique, déjà, ce libéralisme est de moins en moins libertaire. Et sur le plan sociétal, alors, il garde une illusion libertaire dans la mesure où, oui, c'est son côté de gauche, c'est-à-dire cette revendication illimitée de droits indéfiniment extensibles et individuels, bien sûr, ce qui est enfin de gauche, qui est libéral, enfin, on peut appeler comme on veut, mais... Il a tendance là aussi à les imposer par la force des lois. On avait un député hier, M. Roger Chudeau, qui expliquait bien que la résistance devait aussi avoir lieu dans les parlements, tout simplement parce que c'est au niveau des lois que ça se passait, et pas que au niveau des mœurs. Alors nous, à Éléments, nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt justement la culture, les mœurs, la société civile, puisque c'est le principe de ce qu'on fait, le combat métapolitique, mais il y a un combat plus politique, politicien à mener. Et dès lors, il faut aussi voir que les militants woke, non seulement essaient de s'appuyer sur la force, donc sur l'autorité, puisque le débat horizontal, c'est pas trop leur truc, mais que justement, ce refus de toute confrontation avec l'altérité procède d'un état d'esprit qui n'est pas du tout libertaire. Et disons, depuis 1 an ou 2, j'essaye de tirer un peu le débat dans ce sens en disant, mais est-ce qu'aujourd'hui, même si certains n'aiment pas beaucoup ce mot, est-ce qu'aujourd'hui ce ne serait pas nous qui, ne serait-ce que pour des raisons dialectiques, sommes les libertaires, les nouveaux libertaires face à un ordre en partie libéral qui, lui, se crispe et recourt de plus en plus souvent à la force. J'en ai un petit peu assez de voir que... Alors maintenant, l'anti-wokisme progresse, j'en suis très content, c'est une bonne chose, et notamment à droite et dans les milieux conservateurs, mais c'est aussi à droite et dans les milieux conservateurs qu'il est parfois le plus mal compris, parce que quand on est un peu engagé politiquement, on a tous un même défaut, c'est que dès qu'on voit apparaître un nouveau phénomène qui ne nous plaît pas, eh bien, on justifie ce déplaisir en lui mettant l'étiquette des choses que déjà avant on n'aimait pas. Par exemple, j'ai été invité en début d'année au Parlement européen pour parler du wokisme devant les députés du groupe Identité Démocratie, qui étaient donc des députés, on va dire, souverainistes un peu de toute l'Europe. Eh bien, du côté allemand, par exemple, j'ai été confronté aux réactions de gens de l'AfD, l'Alternative für Deutschland, qui, après m'avoir écouté, et je pensais qu'ils m'avaient compris, en plus la traduction était excellente, mais ils ont quand même dit « Ah, mais das Problem, das ist Marxismus ». Après 1 heure, enfin, en gros, c'est comme si je n'avais rien dit, en fait. Pour eux, finalement, le wokisme, c'était du marxisme, parce qu'ils ont toujours combattu le marxisme. Donc, s'il y a un nouveau phénomène sociétal qui leur déplaît, ce sera du marxisme, ou alors la dictature écolo et autres. Eh bien, nous, à Éléments, on fait partie de ceux qui ont dit le marxisme culturel est une aberration américaine qui n'a pas de sens, l'écologie véritable, en tant qu'anti-transhumaniste, est anti-woke aussi, etc., etc. Il faut combattre les idées fausses sur le wokisme, parce que c'est le moyen de trouver la résistance idoine. Et cette résistance idoine, à mon avis, elle est, entre guillemets, libertaire, parce que j'ai pas envie, je me sens pas spécialement solidaire des anti-woke catho-intégristes ou musulmans ou moralistes ou hyper-tradis, que je peux respecter par ailleurs, hein, chacun ses valeurs, mais j'ai pas envie d'opposer un nouvel ordre moral ou ancien à un autre nouvel ordre moral. Par exemple, on ne combat pas le néo-féminisme avec du néo-jésuitisme. Donc je pense qu'on est nombreux aujourd'hui à combattre le wokisme, et je m'en réjouis, et on devrait coopérer tous ensemble, mais voilà, je tiens à signaler qu'Éléments a quand même une spécificité, c'est que
pour nous, c'est pas une résistance bêtement réac, quoi. C'est autre chose, quoi. C'est vraiment une défense des libertés et une lutte contre le puritanisme au nom d'enjeux, je dirais, culturalistes en tant qu'Européens. Pardon. Non, mais justement, avant de revenir sur le wokisme et le travail que tu fais autour de ça, en tout cas le travail d'information et les conférences que tu peux donner sur le sujet, tu as été quand même pour le coup victime en termes de liberté d'expression. On peut commencer cette émission par ça, justement, parce que tu le payes chèrement quand même, pour le coup, avec cet article de Libération, peut-être revenir un petit peu sur les faits inhérents à cet événement, où en fait tu as été attaqué délibérément par Libération sur des sujets d'ordre privé, et qui t'ont, alors que tu devais donner une conférence justement au Parlement européen pour le groupe ID, donc ID, j'avais noté, je ne sais même plus ce que ça veut dire. Identité et démocratie. Voilà. Et peut-être tu peux nous en dire 2 mots, parce que c'est quand même symptomatique justement de cette restriction de la liberté d'expression et cette capacité à chacun de pouvoir penser librement. En fait, cette conférence à Bruxelles, je l'ai donnée, et a posteriori, je me dis que si j'ai réussi à la donner sans qu'il y ait d'agitation, c'est que j'ai été invité 24 heures à l'avance, parce que c'était pour remplacer au pied levé l'oratrice qui ne pouvait pas venir, qui était Bérénice Levet, en l'occurrence, la philosophe, qui elle aussi est très performante dans sa critique du wokisme. Je me sens assez proche de ses arguments culturels. Donc effectivement, ma conférence n'ayant été annoncée que quelques heures à l'avance, il était trop tard pour réagir, elle a eu lieu, ça s'est bien passé, les gens semblaient contents. Ils semblaient contents à tel point que les députés qui m'ont invité, qui étaient des députés RN, m'ont dit il faut qu'on se rappelle, on essaie de réorganiser un événement. Alors là, on l'a fait au niveau européen, mais côté français, on va essayer de faire des choses à Paris. Et effectivement, chose promise, chose due, ils ont organisé un colloque qui a eu lieu, qui s'appelait, je crois, le colloque contre le wokisme, avec 3-4... Construction et déconstruction, il y avait... Oui, voilà, exactement. Ça, avec 3-4 intervenants. Dont moi-même, et là cette fois ils l'ont annoncé à l'avance pour faire de la publicité, et Libération est tombé sur la pub. Je pense qu'ils ont épluché le CV de tous les invités. Moi, ils ont trouvé vraiment que mon CV était un peu trop chargé. Alors bon, ça c'est le domaine des calomnies politiques. J'aurais pas pu faire un procès pour ça, malheureusement, parce que le rapport de force est trop inégal. J'aurais pu en faire 20 des procès dans ma vie. Si à chaque fois qu'on m'avait calomnié politiquement, traité de donner des qualificatifs qui ne me correspondent pas. Malheureusement, on est dans un pays où c'est le pot de fer contre le pot de terre, donc la calomnie, ça ne suffit pas. Par contre, ils ont dépassé la ligne rouge en dehors du politique, parce qu'ils ont voulu m'affaiblir en révélant des choses qui relevaient du privé. Des choses qui relevaient du privé, dans le but de me déstabiliser et surtout d'effrayer mes commanditaires, puisque le but évidemment c'était de m'utiliser un petit peu comme maillon faible pour s'en prendre au RN, je suppose, et régler leurs comptes, voilà, et ils ont cédé à la pression, à ma grande surprise. Je pensais qu'ils allaient tenir, donc ça je cache pas un peu ma déception, Bien moi sûr. Je suis très sceptique face aux politiciens au sens large, mais ça m'a malheureusement confirmé dans mon scepticisme, alors que c'était une tempête dans un verre d'eau. En réalité, il n'y a pas eu vraiment polémique, tout simplement parce que l'audience de Libération a quand même bien diminué. Une chose assez révélatrice, quand je suis allé sur le tweet, donc le Twitter de Libé qui relayait cet article, il y avait une vingtaine de commentaires, ce qui est vraiment pas beaucoup, c'est pas ce qu'on peut appeler un buzz, et sur ces 20 commentaires, il y en a 18 qui prenaient mon parti, et c'est, j'imagine, des lecteurs de Libération, pas forcément des gens qui me connaissaient d'ailleurs, mais qui prenaient parti sur le principe en disant écoutez, cette espèce de logorée, de nom d'oiseau, et puis des sagas dominem, qui sur la forme plus que sur le fond. Il y avait des gens qui étaient dégoûtés, enfin, donc ça n'a pas du tout, non seulement ça n'a pas fait de buzz, et les seules réactions que ça suscitait étaient plutôt des réactions critiques. Donc voilà, mais moi ça m'embêtait parce que Libération m'a attaqué au moment où j'étais le plus faible, et c'est à raison, je pense, c'est-à-dire le plus faible socialement, parce que je cherchais du travail, et bon, j'en ai retrouvé depuis, heureusement, mais quand on cherche du travail, surtout quand on a été 12 ans indépendant, donc c'est déjà difficile, parce que impossible d'avoir la moindre aide sociale en Suisse, c'est hyper compliqué, parce que voilà, c'est bien pour les salariés le chômage, mais sinon voilà, et en plus les patrons sont très méfiants. Je sais que tout le monde se fout un peu parmi les gens de ce que dit Libération, mais les patrons, ils googlisent les candidats, je suppose que c'est normal, et puis ils n'ont peut-être pas forcément le temps de faire des recherches approfondies, et puis si ça sent un peu mauvais, ils passent au suivant, quoi. Oui. Donc là, vraiment, c'est un préjudice assez grave. On a voulu m'atteindre dans mes moyens de subsistance. C'est la raison pour laquelle j'ai déposé plainte avec le soutien de la revue Éléments, alors là vraiment qui m'a beaucoup aidé, et qui m'a aidé notamment pour organiser
une levée de fonds grâce aux dons, et je dois dire que j'ai été très étonné parce qu'en moins d'une semaine, assez facilement, on a eu un soutien massif de nos lecteurs, et au-delà de nos lecteurs, des sympathisants. Donc ça m'a vraiment beaucoup touché. Ça a été peut-être, sans le vouloir, une manière de prendre la température un petit peu dans notre public, de l'engagement que les gens étaient prêts à prendre pour nous, puisque je m'associe vraiment ma cause à celle de la revue. Et voilà, quelque chose malheur est bon, ça c'est quelque chose qui a fait chaud au cœur. Et maintenant, la procédure est en cours, j'attends des nouvelles. Là, pour le coup, on pourrait presque citer Maurras, est-ce que cette différence entre pays réel et pays légal, quoi. Est-ce que, d'une certaine manière, on va dire, le pays légal pourrait être incarné par Libération, toute forme gardée, bien évidemment. Oui, y a ce voilà. Et puis, le pays réel, en fait, c'est de voir le soutien et cette manière de fonctionner. On parle de liberté d'expression. Aujourd'hui, Libération est le bras armé, relais de cette pensée de cette pensée woke, et elle l'incarne pleinement. Et aujourd'hui, quand tu ne rentres pas dans les clous, que tu n'es pas dans la doxa du gauchisme culturel, tu te fais systématiquement attaquer. Quand le wokisme est attaqué, il contre-attaque, c'est une de ses émanations médiatiques, mais il faut bien se rendre compte, je parlais des 50 ans d'éléments, alors oui, on a aussi quelques donateurs et des soutiens, un petit peu de mécénat, mais globalement, si on survit depuis 50 ans, c'est qu'on réinjecte un petit peu tout ce qu'on gagne dans le numéro suivant, c'est une économie un peu légionnaire, et surtout, tout bêtement, dans l'ordre de la théorie libérale, c'est l'offre et la demande. C'est quand même peut-être le minimum. Le problème de l'économie actuelle des médias de grand chemin, comme dirait mon ami Slobodan Despot, c'est que c'est pas l'offre et la demande, c'est la dialyse permanente, la perfusion. Libération, comme Le Monde, comme tant d'autres, sont sous... je cherche le mot, comment ça s'appelle, cette médecine qui maintient les gens en vie artificiellement. Palliatif. Voilà, c'est une économie de type palliative, parce que ça ne suffit pas à payer les salaires et à tourner simplement que de vendre des exemplaires et des abonnements. Alors, j'ai pas l'impression, et pourtant, je suis de loin pas libéral, mais j'ai pas l'impression que le but d'un journal, ce soit juste de créer artificiellement les conditions économiques qui permettent de continuer à garder des emplois. Non, il faut quand même qu'il y ait un intérêt du public pour que le job soit justifié. C'est pas le cas. Hein. Ça fait un bout de temps que c'est plus l'intérêt du public qui prime, mais l'intérêt de l'actionnaire principal, donc en l'occurrence par exemple Drahi. Oui, voilà. Et donc de ce point de vue-là, je pense que oui, tous les coups sont permis. Et puis on voit qu'il y a 3 journalistes qui se sont attaqués à moi, ils se sont mis à 3, ils ont une plainte, comme une chose assez grave, et comment Libération réagit, alors je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient immédiatement suspendus, mais au moins en leur redonnant du travail, puisque maintenant ils ont leur propre sous-média hebdomadaire, je crois, qui dans la perspective, à mon avis, des prochaines élections, est complètement consacré au décryptage de ce qu'ils appellent l'extrême droite. Les 3 même. Alors ils sont propulsés spécialistes de l'extrême droite. Donc là, je trouve qu'il y a une manière de traiter les litiges qui est un peu particulière. Surtout quand on connaît ton parcours politique, quoi. Je veux dire, il y a un côté quand même pour le moins stupide par rapport à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces gars-là, par rapport à ce qui s'est passé, sont spécialisés de l'extrême droite, comme si toi, on pouvait t'estampiller extrême droite. Je veux dire, là aussi, il y a cette espèce de bêtise abyssale qui caractérise ce type de journalisme. Je pense que quand on regarde sur les 20 années écoulées, y a eu une époque où en fait les journalistes travaillant sur ce qui était dénommé l'extrême droite étaient finalement peu nombreux. Il y avait, comme je ne sais plus son nom là tout de suite, il m'échappe, à Politis. Il y a toujours eu quelqu'un au Monde. Il y a eu une ou 2 personnes un peu plus intelligentes. Moi, je pense à Jean-Yves Camus. On peut lui reprocher ce qu'on veut, mais au moins c'est un type qui fait des recherches. Il n'était pas journaliste. Non. Là, aujourd'hui, il y a pléthore de gens qui, ayant peut-être fait, je sais pas, une licence par exemple de sciences politiques, se sont dit tiens, on va travailler sur cette question-là. Je veux dire, tu prends entre les 2 ou 3 qui gravitent autour de Mediapart, les 2 ou 3 dont Plotu qui gravitent autour de Libération. Le Figaro en a 1 ou 2, etc., etc. En fait, c'est celui, il se tire la bourre parce que finalement, le créneau est malgré tout étroit. Le RN, c'est le RN, mais tu l'as dit, et finalement le fait qu'ils aient commandé le colloque en est un symptôme. C'est vrai que les scandales, entre guillemets, qu'on peut rattacher au RN sont devenus assez rares
Le dernier, c'est finalement tout ce qu'il y avait eu comme financement autour de Châtillon ou d'autres. Oui, voilà, mais c'est un peu... Ils ont mangé leur pain blanc de ce côté-là. Oui. Mais dans leur déclaration d'intention de ce nouveau média de Libération, ils disent mais enfin c'est très militant, ils disent de toute façon, nous n'avons jamais considéré et ne considérerons jamais le RN comme un parti comme les autres faisant partie de l'axe républicain, enfin ce vieux... Bon, moi je soutiens aucun parti, mais j'ai beaucoup de peine avec ça, parce que j'ai l'impression que franchement... Aujourd'hui, le RN, c'est pas les moins républicains. Déjà, parce que pour moi, les plus anti-républicains, c'est les woke, forcément, dans la tradition politique française. Voilà, j'ai beaucoup de peine avec ça. Et puis, il y a quelque chose un peu malsain et bizarre dans cette... Il n'y a pas de mauvais sujet. Après tout, c'est vrai que ça peut être intéressant, l'extrême droite. Mais moi aussi, j'ai lu pas mal de bouquins là-dessus. Mais ceux qui se spécialisent là-dedans, il y a un côté fétichiste étrange. Oui, mais parce qu'on est sur une démarche militante. Ouais, mais c'est la psychologie de l'antifa. Il y a une espèce d'attraction-répulsion. J'ai remarqué ça plusieurs fois. J'ai dit, mais il y a un truc qui les excite. Et c'est une excitation qui m'est complètement étrangère. Les bruits de bottes, les machins, les drapeaux. Mais eux, ils sont là-dedans, quoi. Ouais. J'aimerais bien savoir ce qu'il y a derrière. C'est bizarre. Il y a des trucs qui relèvent du pathos et à mon avis, de la psychiatrie, de ce point de vue, en tout cas de l'obsession, c'est clair. Mais aussi un rapport à la démocratie, quoi. C'est cette espèce de vision de la démocratie qui est quand même à géométrie pour le moins variable. Ah oui. Oh, bah, ils sont assez peu démocrates à mon sens, mais alors moi, pour revenir un peu à cette histoire de wokisme, j'avais fait parvenir il y avait un article dans le Figaro Vox il y a quelques jours en lien, alors pour évoquer, on va définir un petit peu exactement ce que c'est que cette histoire de wokisme et d'où ça vient, parce que c'est important peut-être de reposer un peu les bases. L'influence là pour le coup aussi anglo-saxonne est quand même déterminante, comme souvent et comme de manière très régulière. Et en Belgique, tu parlais du rapport des politiques là tout à l'heure justement par rapport au wokisme, mais en Belgique, il y a une loi qui a été votée. Alors cette loi, elle s'appelle EVRAS, voilà, Éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Alors l'article, c'est un député belge qui l'a écrit. Alors je vais me permettre de lire un petit peu les extraits de l'article, parce que d'abord ça le fera beaucoup mieux que moi, et puis c'est quand même bien clair sur le fond comme sur la forme. Donc, c'est désormais obligatoire dans les écoles francophones de Belgique, l'ancienne éducation sexuelle jusque-là facultative n'étant plus jugée suffisamment inclusive. Déjà, ça donne le ton. L'année dernière, une première version du guide à usage des enseignants avait suscité un tollé. Dès 9-11 ans, le texte proposait de reconnaître que les partages de sextos, là aussi c'est un langage que je découvre, et de nudes peuvent être excitants et être source de plaisir. Là aussi, je pense qu'il y a aussi des choses, à mon avis, à expliciter. Et de se sentir libre d'envoyer des sextos ou des nudes dans le consentement. Déjà, là aussi, voilà. Je crois qu'on dit sexto. Voilà, donc, c'est un S pluriel, le ministre responsable de la chose, visiblement, ça l'avait pas beaucoup ému. Il a quand même demandé à ces ligues de vertu de revoir leur copie. Et il a donc été révisé par ces mêmes activistes. On parle là de Novlangue Woke, expliquant que dès 5-6 ans, il s'agirait de consolider sa propre identité de genre, car il y a une prise de conscience des attentes liées aux stéréotypes, comprenne qui pourra. Dès 5-8 ans, il faudrait prendre conscience que l'identité de genre peut être identique ou différente de celle assignée à la naissance et connaître la différence entre identité de genre et sexe biologique, au secours. Et dès 9-11 ans, il conviendrait de connaître les identités de genre cisgenre, transgenre, homme, femme, non-binaire, agenre, genre fluide, genre non-binaire, bientôt il faut un dictionnaire pour suivre le truc, les notions de LGBTA+, lesbienne, gay, bisexuel, asexuel, pansexuel, bref, fermez le banc. Enfin bref, le truc a quand même été voté à l'unanimité par le Parlement belge, quoi. C'est quand même un truc. Alors, cette espèce de césure qu'on pourrait imaginer entre la réalité de ces activistes et le personnel politique. Alors, je ne suis pas un spécialiste de la vie politique en Belgique. Bon, c'est encore pire qu'ici de ce point de vue-là. C'est quand même un truc. Enfin, c'est juste hallucinant, quoi. Comment est-ce qu'on peut, du point de vue, je dirais, du bon sens, comprendre l'influence que peuvent avoir ce que j'appelle ces espèces de ligues de nouvelles vertus dans l'influence qu'ils peuvent avoir dans le système éducatif et dans ce lobbying qui est fait auprès des partis politiques et notamment dans les différents parlements européens et peut-être même au Parlement européen. Et oui, mais on a eu il y a quelques jours le même type de polémique en Suisse au sujet d'une loi, je ne sais plus exactement, mais favorisant, donnant une surreprésentation aux minorités trans. Et puis le journaliste disait... oui, alors le projet de loi a mis un peu de l'eau dans son vin pour ne pas froisser la susceptibilité de la minorité conservatrice, parce qu'il y avait un groupe parlementaire qui était opposé. C'est ridicule. Enfin, le ton du journaliste était très militant, et surtout, ça laisse entendre que au Parlement, il y a quelques vilains petits canards qui sont contre.
Bah oui, mais dans la société civile, la proportion est inverse. C'est là où le problème, il y a une rupture de représentation. Et dans le cas belge, enfin, le peuple, je connais pas assez le peuple belge pour en juger, mais j'imagine bien que c'est pas du tout représentatif de la sensibilité populaire. En tout cas, les seuls qui se sont élevés contre le projet de loi, qui a été voté, ce sont quand même, dans un premier temps, ça a été des associations musulmanes. Oui, c'est juste. Il y a eu 6 ou 7 écoles qui ont été brûlées avec cette revendication en lien avec cette loi Evras. Maintenant, il y a quelques, je dirais, des catholiques, des choses comme ça, mais sur le coup, ils n'ont pas bougé, quoi. Alors, comment est-ce qu'on peut en être à ce point du lavage de cerveau et de cette manière d'accepter, parce que je vois même dans les écoles, même en France, moi je vois mon fils qui était dans l'armée, on fait des réunions dans l'armée pour l'acceptation des personnels transgenres à venir dans les forces militaires. Enfin, on va où, quoi? Ça devient complètement hallucinant. Oui. On perd tout sens du réel. Ouais, ce qui n'est pas étonnant, je discutais il y a pas très longtemps avec un officier, alors c'est pas un officier d'active, c'est un administratif. Mais au gradé, il disait, en fait, finalement, nous dans l'armée, on est les bons élèves de tout ça, parce qu'on est habitué à obéir. Le doigt sur la couture du pantalon. Voilà, on nous dit, il faut faire une place aux femmes dans l'armée. On fait une place aux femmes dans l'armée, c'était il y a quelques années. Il faut, en gros, effacer, tout ce qui à un moment pourrait mettre en difficulté les soldats ou les officiers homosexuels. Pas de problème, on l'applique. L'armée, de ce point de vue-là, en effet, est une bonne élève des décisions qui sont prises en haut. Ça, c'est là-dessus, et ça redescend. Ouais. Oui, mais c'est vrai, mais en même temps, là, de nouveau, c'est inquiétant, parce que c'est bien qu'il y ait des réactions, mais le fait que, dans l'opinion, on confine ce type de réaction à des réactions purement conservatrices, genre les catholiques, les musulmans. Là aussi, je comprends qu'ils soient peut-être encore plus indignés que les autres par rapport au système de valeurs qui sont les siens, et on leur fait une violence contre laquelle ils s'élèvent, et pas de problème avec ça. Mais on a tendance à confiner ça en disant oui, mais si t'es là contre, c'est que forcément il y a un sous-texte religieux qui t'empêche d'accepter. Eh ben non, on peut être athée, laïcard, fils des Lumières, et en fait c'est même assez logique quand on est tout ça de s'y opposer, même si c'est pour d'autres raisons. Et je pense que cette arnaque, elle a commencé déjà il y a une dizaine d'années avec la théorie du genre et les oppositions à la théorie du genre. C'est-à-dire que je me souviens par exemple Charlie Hebdo, qui a peut-être un peu évolué sur ces questions-là, parce que comme toujours avec 10 ans de retard, ils finissent, pas dire par parler comme nous, mais par comprendre 2-3 trucs. Aujourd'hui, sur la question trans, ils sont assez impertinents. Il y a 10 ans, sur la théorie du genre, ils étaient complètement soumis. Et du coup, quand ils avaient envie de caricaturer les oppositions à la théorie du genre ou mariage pour tous, ils représentaient toujours, je sais pas, des espèces d'électeurs de François Fillon avec des cerceaux, enfin des machins dans les cheveux. La caricature du bourgeois ces gens-là existent, mais il n'y a pas un rapport logique et évident, et ça c'est vraiment problématique. Et à l'époque, il y a eu quelques penseurs français, pas beaucoup. Il y a eu justement, évidemment, Alain de Benoît, Bérénice Levet dont j'ai parlé, Michel Onfray qui a commencé un peu, qui ont commencé à critiquer ça, mais pas au nom de leurs propres valeurs religieuses, mais plutôt au nom d'identité française et de la culture. Et moi, c'est vraiment sur cette ligne-là que je me place, parce que alors on peut se réjouir un peu façon égalité réconciliation, dire c'est bon, les musulmans font le boulot, ils ont compris, c'est le grand écart de l'intersectionnalité, ça va leur revenir dans la gueule, on prend les uns pour taper sur les autres. Certes, mais j'ai pas envie de remplacer le wokisme par un patriarcat musulman et inversement. Il s'agit pas de choisir. Et encore, là aussi, avec tout le respect que je peux avoir pour la communauté musulmane et ses valeurs, mais c'est juste que non, c'est pas du tout mon système de valeurs. Et en tant qu'Européen, ce qu'il faut opposer au wokisme, c'est pas la confiscation d'une liberté par une autre confiscation, c'est la liberté elle-même. Donc ces réactions-là, me semblent logiques et compréhensibles, mais m'inquiètent un petit peu à la fois. Je m'inquiète aussi si ça ne vient que de là, que des cathos et des musulmans, parce que c'est bien, mais il faut pas les laisser tout seuls. Est-ce qu'une des difficultés qu'on a face à tout ça, David, c'est pas le fait que justement, là, ce qui m'y fait penser, c'est le fait que disent la théorie du genre. Je me souviens à l'époque, tu te souviens, les opposants disaient mais il n'y a pas de théorie du genre, il y a des hypothèses, etc. Et finalement, par rapport au woke, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire que en fait, on a des individus, on a une multitude qui avance de façon, on va dire, non homogène, parce que je pense que même ces milieux-là peuvent avoir des nuances, justement entre ceux qui vont être très, très anti-religieux ou d'autres au contraire qui vont dire il faut tenir pour... Donc on a une multitude mouvante qui fait que finalement lorsque nous on essaie en effet de rassembler, de mettre des étiquettes
parce que c'est quand même plus facile pour le combat politique d'essayer de mettre des schémas, finalement, on se retrouve en difficulté. Et le fait, tu vois, de dire... Ce qui m'y fait penser, c'est le fait que dans des commentaires, comme tu le disais tout à l'heure, qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux, il y a aujourd'hui plein de personnes qui disent « Ah, mais c'est normal, c'est le wokisme ». Mais comme à une autre époque, ils auraient dit « Ah, mais c'est le communisme ». Comme d'ailleurs, en face, on va dire « Ah, mais c'est le capitalisme ». C'est à un moment des systèmes de pensée, mais qui en fait sont désincarnés, alors que toutes ces théories-là, et toutes ces hypothèses, et ce combat d'idées est porté par des gens. Et c'est ces gens-là qui font avancer, en effet, les choses. Est-ce que notre difficulté, elle n'est pas de là, tu vois, à essayer, en fait, à utiliser des étiquettes, alors qu'en face, en effet, on a des gens qui font avancer. Alors, ils vont le faire avancer au Parlement, mais ils vont le faire avancer aussi dans le domaine scolaire, ils vont le faire... Mais ça, c'est aussi le défaut en politique. On connaît la complexité de son camp parce qu'on est dedans, mais comme le camp d'en face, on le voit que de l'extérieur, on a tendance à le massifier de manière excessivement homogène, avec une petite touche paranoïaque. Moi, je m'en souviens dans un cadre alors plus ancien et tout à fait autre, c'était la question des Black Blocs, des groupes que j'ai fréquentés il y a longtemps dans une autre vie, et il y a prescription, maintenant ça devrait aller. Mais je voyais ensuite ce que, par exemple, la droite en disait, en Suisse, parce que c'est des phénomènes un peu très liés aussi au pays germanique, donc c'est arrivé chez nous, c'est un peu comme les antifas, ces trucs qui sont arrivés chez nous avant d'arriver chez vous, et puis ils disaient, ah oui, c'est un groupe hyper structuré, avec un groupe de skinheads staliniens à Zurich qui contrôlent tout, puis qui donnent des ordres. Et puis en plus ils sont financés forcément, alors être toujours financés par quelqu'un. En fait non, là, c'était vraiment des gens qui fonctionnaient sur un mode plutôt d'inspiration anarchiste, donc les groupes affinitaires, machin, qui avaient un mode d'action. Il n'y avait évidemment pas d'argent, et puis surtout il n'y avait pas de... En fait, c'était une réflexion de flics. Les flics se disaient, le groupe qu'on a en face de nous est structuré comme une brigade de police. Ouais. Voilà, et je pense qu'on a tous ce défaut quand on connaît pas. Donc du coup, chacun, même à la limite, même malgré leur mauvaise foi, Libération, quand ils pensent qu'il y a un grand complot nationaliste, peut-être qu'ils le croient vraiment par méconnaissance. Peut-être qu'ils pensent que c'est pas une nébuleuse, mais que c'est vraiment une structure hiérarchique. Ouais, non, c'est faux. Et évidemment, le wokisme, moi, je suis pas en train de dire qu'il y a un complot woke. Alors, en un sens, oui, il y a des histoires de financement, et ça, c'est démontrable. C'est pas... Je veux dire, notamment, il est évident que des groupes comme celui de Soros existent. C'est pas un complot, puisque c'est des financements qui sont... Voilà, on peut trouver la source. Mais ça ne suffit pas à en faire un complot, parce qu'en réalité, il y a plein de petits groupes qui s'opposent. D'ailleurs, le principe de l'intersectionnalité, bah oui, c'est une arnaque dont ils sont les premières victimes. Qui peut croire vraiment qu'on peut se trouver à l'intersection de plusieurs oppressions, et que de ce fait, ça crée une solidarité objective entre tous les opprimés? Ceux qui croient ça sont ceux qui sont objectivement les moins opprimés. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas opprimés socialement. Ça va être justement les féministes ou militants, militants LGBT, des universités, de la moyenne bourgeoisie. Ouais. Alors, évidemment, ils ont cette espèce d'attitude de gauche où ils vont trouver leur dignité morale dans le fait d'être dans une certaine forme de rébellion. Seulement, c'est difficile de trouver de la rébellion quand on est né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Donc, ils vont se dire, oui, mais c'est vrai, je suis femme, je pourrais être homme, donc je suis gay, je pourrais être hétéro, donc ça me minorise, etc. Et ensuite, ils vont dire qui dans la société française est opprimé. Alors, ils vont dire, je sais pas, il y a les gens qui sont racisés, il y a les gens des banlieues, il y a les ouvriers. C'est pas du tout les mêmes types d'oppression. Et donc, enfin, les ouvriers, ils en parlent pas beaucoup, hein, parce que c'est Réac et compagnie. Mais tendre la main à l'immigration arabo-musulmane, c'est quand même un petit peu compliqué, parce que là, le fameux grand écart, dans l'exemple que tu as cité, on voit bien que peut-être qu'ils sont étonnés, on dit avec tout ce qu'on a fait pour eux, voilà qui boycottent nos lois, qui brûlent nos écoles. Oui, mais il y a toujours entre la carpe et le lapin, c'est un mariage qui ne fonctionne jamais. Et je pense que, de toute façon, je suis persuadé d'une chose, c'est quoi qu'on puisse faire, et même s'il n'est pas inutile de faire quelque chose, ce n'est pas nous qui allons abattre le wokisme, il s'abattra tout seul sous le poids de ses propres contradictions. D'une part, du fait de ces contradictions intersectionnelles, mais d'autre part aussi parce qu'il y a une dynamique, alors qui, pour le coup, est une dynamique révolutionnaire, qu'on trouve dans toutes les révolutions, même si là, ce n'est pas une révolution au sens populaire, c'est ce que j'appelle le principe de Saturne, le dieu qui mangeait ses propres enfants. C'est-à-dire que non seulement il se fout sur la gueule, mais en plus, dans le premier cercle des courtisans,
c'est eux qui se reprennent le plus, mais bien plus que nous, parce que nous, on est à peine humains à leurs yeux. Donc finalement, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, on ne peut pas les décevoir, on n'a rien promis. Mais ceux qui ont fait tellement de courbettes, qui ont montré patte blanche, ils sont peut-être pas courbés au bon degré, ils ont applaudi à contretemps. C'est eux qui sont prêts. Regardez l'affaire, comment s'appelle cette dame, Rowling, la romancière pour enfants, etc. C'était un modèle de vertu. Justement, c'est ces gens-là qui sont dans le viseur, parce que de eux, on n'acceptera aucun faux pas. Nous, c'est bon, de toute façon, rien à perdre. Mais à force de... Toutes les révolutions ont fait comme ça. Ils n'ont pas purgé les gens au fin fond de la campagne, ils ont purgé les gens qui étaient autour de la Convention nationale, dans les clubs, etc. J'aime pas faire ce genre de parallèle parce que ça n'a évidemment rien à voir avec la Révolution française, puisque derrière la Révolution française, quoi qu'on en dise, il y avait un peuple, alors que là, il y a rien. Mais c'est des mêmes dynamiques de puritanisme à nouveau, de purge. On pourrait penser aux purges staliniennes, ou moi je dirais plutôt, c'est un domaine que je connais mieux, aux purges maoïstes, parce que dans le wokisme, il y a un côté maoïsme, mais époque révolution culturelle. Ça y ressemble, avec une idéologie tout à fait autre, hein, bien sûr. Mais il y a les excuses publiques, le mea culpa, les gens à qui... je suis en train de lire un bouquin, vous pourriez l'inviter d'ailleurs à l'occasion un jeune journaliste, Samuel Fitoussi, je ne sais pas si vous voyez, qui a écrit ce livre qui s'appelle Woke Fiction, sur le wokisme dans le cinéma et les séries. Alors j'ai lu que les premiers chapitres, mais au début de son livre, il fait une succession assez consternante de citations de créateurs, donc ça peut être des réalisateurs, des auteurs, qui ont, après avoir fait une œuvre qui aujourd'hui est contestée, parfois 20 ans après, font des excuses publiques. Mais y compris des gens comme Stephen King, enfin des gens auxquels on ne penserait pas forcément. Qu'est-ce qui les pousse ? Alors que de toute façon, il ne manque pas d'argent. À tout d'un coup, s'humilier comme ça, parce que c'est extrêmement humiliant, et surtout, on suppose qu'il n'y croit pas, pour dire « Ah, je regrette, si c'était à refaire, ce film ou ce roman que j'ai écrit il y a 20 ans, où il manquait d'handicapés brésiliens transgenres, je ne le referai pas, parce que vraiment, puis en plus, mes personnages ont des pronoms mégenrés. » Mais comment on peut s'humilier à ce point ? Là, c'est un mystère, j'ai pas la réponse. Je crois que c'est une donnée sociétale que nous vivons en Occident depuis 25-30 ans. C'est-à-dire qu'en fait, on est responsable de tous les maux de l'humanité. On est responsable du colonialisme, on est responsable de l'antisémitisme, on est responsable... Et à chaque fois, il faut faire amende honorable et demander pardon. Je pense qu'on est dans cette même logique-là, sauf que cette logique-là, aujourd'hui, elle a été totalement intégrée et les gens la vivent de manière presque quasi... Ces gens-là, en tout cas. Mais il y avait un exemple, c'est vrai que les médias en ont pas mal parlé, c'était une des auteurs, une des scénaristes de la série Friends, qui a quoi, elle doit avoir une vingtaine d'années, cette série maintenant. Plus que ça. Plus que ça, ouais, enfin, elle a duré longtemps. Mais il y avait, moi, les souvenirs que j'en ai, je crois que c'était plutôt rigolo, mais quand on y pense, c'était quand même assez progressiste. Hein. Je veux dire, il y avait un père multidivorcé dont l'ex-femme était en couple lesbien. Il y avait une des héroïnes qui faisait une GPA pour son frère, qui sortait avec une femme beaucoup plus âgée qu'elle. Enfin, il y avait plein de trucs comme ça. Un des héros avait un père qui faisait des performances drag queen. Il me semble que c'était même un petit peu en avance. Eh bien non. Il y avait en plus une bonne représentation de la communauté juive accessoirement. Non, on considère que c'était quand même six jeunes gens blancs plutôt beaux et en bonne santé. Il y avait de l'humour sexiste. En fait, il y a de l'humour, je crois, c'est ça le problème. Ce qui sauvait le reste, c'est qu'il y avait de l'humour, mais c'est justement ça qu'il ne faudrait pas. Et cette dame, Martha Kaufman, voilà comment elle s'appelle, cette scénariste, a fait un texte, mais digne de la révolution culturelle, en disant mais c'était presque, c'est ma faute, c'est ma très grande faute, j'ai péché, si c'était à refaire, j'ai dû tellement offenser de gens, je comprends que les jeunes d'aujourd'hui ne peuvent pas comprendre, elle appelait presque à la propre censure de sa création. Ça, c'est vraiment difficile de ne pas penser aux gardes rouges en train d'exiger de leurs professeurs de faire étalage de leurs fautes, quoi. C'est très inquiétant. Hein. C'est des dynamiques internes, oui, de recherche de pureté, et qui sont liées aussi aux entourages, tu vois. C'est vrai qu'on peut se demander, ces gens-là, en effet, ont un statut social, tu disais des moyens financiers, pourquoi le faire ? Tout simplement parce qu'autour d'eux, la pression dans l'entourage, parce qu'en effet, ça gagne sur Hollywood, il y a des éléments qui font que tu es quasiment obligé de le faire. Il y a un moment, tu es obligé de le faire. Par contre, c'est vrai que le parallèle avec la révolution culturelle est intéressant, parce que la révolution culturelle, il y a un moment où il y a quelqu'un qui a sifflé la fin de la récréation. Oui. Là, je ne vois pas trop... Personne n'a l'autorité pour faire ça aujourd'hui. Personne n'a l'autorité, parce que, en effet, c'est un phénomène très, très diffus, très global. Et c'est vrai que je ne vois pas trop quelle
quelle instance, aussi bien morale que politique, en effet, viendrait siffler la fin. Et alors, il est clair que c'est pas surtout Soros si je peux rajouter une chose, c'est qu'il y a eu un exemple récemment par rapport à ce que dit notre ami Jean-Louis. L'école alsacienne, qui est une école hors contrat à Paris, récemment, a été surprise de voir que des intervenants extérieurs, bon, il y a un problème au niveau de la direction de l'école, mais une organisation qui en fait est sous-traitée par un organisme que l'État subventionne et qui est chargé de venir faire des informations sur le wokisme, ainsi de suite. Et donc cette école, en fait, les parents n'étaient même pas au courant, des élèves de 4e se sont retrouvés avec des intervenants qui expliquaient aux gamins que le papa pouvait être maman, quoi. Enfin, on était dans des trucs, personne n'était au courant, mais c'est quand même une organisation qui est subventionnée par l'État. Donc par rapport à ce que tu dis là, justement, qui peut siffler la fin de la partie à partir du moment où l'État lui-même est partie prenante dans cette pseudo-révolution sociétale? Oui, parce que l'État accorde son label, en l'occurrence, c'est toutes les associations agréées, hein, et il y en a quand même beaucoup, que ce soit sur la lutte contre les discriminations. Oui, c'est une espèce de fourre-tout, en fait. Voilà. Ouais. Et à partir du moment où une structure est sur cette liste agréée par l'État, ça fonctionne. Le problème, c'est qu'en fait, l'État, à ce niveau-là, et je pense en particulier au niveau de l'éducation nationale, ça ne signifie rien. On a des hauts fonctionnaires, on a des rapports de force entre les structures sociales, les syndicats, ces gens, tout, et qui arrivent finalement par consensus. Alors bien souvent, je pense que la haute fonction publique finit par baisser la garde en disant, d'accord, alors ils regardent un petit peu quand même, que ce ne soit pas trop choquant, mais au final, ils font leur liste d'associations agréées. Et puis après, roule ma poule, il n'y a plus de contrôle sur ce qui est. C'est nos limites. La structure, SOS Racisme ou d'autres structures du même type sont habilitées à intervenir oui, mais justement, au moment de la semaine de lutte contre le racisme dans les collèges, dans les écoles, les collèges et les lycées. Mais justement, dans les années 75, 76, 77, en Chine, c'est l'État qui a sifflé la fin de la récréation, puisque c'est en gros, le mot d'ordre d'abord c'était feu sur le quartier général, donc c'est d'ailleurs un cas de révolution assez unique dans l'histoire où un chef d'État dresse la jeunesse contre son propre parti, contre le parti au pouvoir. Alors aujourd'hui, si l'État devait signer la fin de la récréation, oui, ce serait plus doux comme arrêt, mais ce serait par exemple la fin des subventions, du lobbying et autres. Ce ne serait pas un coup d'arrêt, ça pourrait continuer quand même, mais un peu plus difficilement, parce que ces gens-là, justement, qui se croient rebelles, ont oublié une chose, c'est qu'ils n'ont pas à subir la répression et qu'en plus, leur rébellion est financée. Si tout d'un coup, du jour au lendemain, toutes ces associations perdaient leurs subventions et qu'en plus, éventuellement, la police était un peu moins tolérante, et je ne dis pas qu'ils soient traités comme nous, c'est peut-être beaucoup dire, mais déjà, je pense que y en a qui se décourageraient en disant non, finalement je vais trouver une rébellion plus confortable, mais à mon avis, dans une optique vraiment alors plus matérialiste qui est la mienne, ce qui va siffler la fin de la récréation, c'est pas quelqu'un, c'est pas une organisation, c'est le contexte économique. Enfin moi je suis assez j'ai une vision de l'avenir plutôt collapsologique. Je pense que le retour du réel va être rude pour tout le monde, mais pour eux encore plus, parce qu'on est vraiment dans cette phase où on disserte sur le sexe des anges alors que les barbares sont aux portes de la ville. Mais je ne parle pas uniquement des barbares dans le choc des civilisations, je parle de choses encore plus fondamentales qui est le collapse à venir, l'épuisement des ressources, la crise économique qui va avec. Dans toutes les périodes où c'est arrivé, que ce soit des crises locales ou globales, assez logique. Il y a un recentrement de l'économie sur le primaire, il y a un côté très terre-à-terre qui revient, qui n'est pas forcément très favorable à l'égalité des sexes, parce que le physique revient aussi en force, etc. On peut s'en sortir plus ou moins bien si on fait tous un effort, mais vous savez d'ailleurs, Mao, quand il a voulu arrêter la révolution culturelle, il a fait quoi ? Il a démobilisé les étudiants et il les a envoyés dans les rizières pour aider les paysans. Puis les paysans qui s'étaient sentis humiliés par ces révoltes d'intellectuels, ils se sont bien vengés en les traitant parfois carrément en esclaves, en disant « Ah tiens, toi, tu nous t'as bloqué l'économie pendant 10 ans, maintenant tu vas planter du riz ». Alors, l'État n'a pas le pouvoir de faire une chose pareille, ni la volonté, mais il est possible que tous en soient amenés, non pas à se retrousser les canons de pantalon dans les rizières, mais à faire des choses assez similaires dans l'agriculture ou les constructions de murs de pierre sèche. Là, une fois mis égalité là-devant, je pense qu'on aura d'autres sujets de discussion que l'écriture inclusive, quoi. La fin de la récréation, ce sera la fin de la parenthèse, c'est comme une parenthèse enchantée. Il y a un très bon bouquin qui est sorti il y a quelques mois de Vera Nikolsky qui s'appelle Féminicène, qui en gros qui explique justement quel est l'avenir des femmes dans le monde si on prend en compte
cette possibilité très probable d'effondrement, bah oui, ça c'est des choses intéressantes. Dans le monde alors c'est pas 10 ans, 20 ans, 50 ans, c'est difficile à savoir là, mais sans doute pas plus, dans ce monde-là, je pense pas que le wokisme occupe une grande place dans le débat public. Ce sera plutôt est-ce qu'il faut planter du blé ou du sarrasin Oui. Ça rejoint un petit peu ce que Theodore Kaczynski ou Una Bomber disaient. Hein. C'est qu'à un moment, il y a quand même toute une série de préoccupations sur, oui, tout à fait, sur les sociétés post-industrielles qui, en effet, sont totalement délirantes au regard des préoccupations qui étaient... Mais est-ce que c'est pas une malice de l'histoire, un peu au dernier épisode de cette parenthèse, de nous mettre... En gros, la réalité matérielle et économique nous tire dans un sens et les woke tirent la corde dans l'autre sens. Mais comme s'ils ne voyaient pas, alors que plutôt qu'essayer d'accompagner un changement pour atténuer le choc, ils tirent dans l'autre sens. Je sais pas, quelqu'un comme Sandrine Rousseau, qui est censée avoir une conscience écologique parce qu'elle nous alerte tous les jours sur Twitter sur le réchauffement climatique, la crise. Elle a raison sur ce plan-là, mais pourquoi elle n'en tire aucune conséquence dans le cadre de son combat féministe ? Elle est toujours en train de dire ah non, mais alors c'est affreux, cette époque, ce pays, ce patriarcat. Mais enfin, ce sera pire dans 20 ans si on fait rien. Je veux dire, ce sera pire. Bien sûr que le système n'est pas parfait, que l'égalité n'est pas absolue, mais c'est plutôt dans l'histoire une parenthèse enchantée pour le progressisme. Oui, une espèce de pare-feu, en fait. Bah oui, mais ce progressisme repose par exemple sur l'extraction des énergies fossiles. N'oublions pas, je prends toujours cet exemple parce qu'il est très parlant de la Libye. Une fois que les Américains ont mis le pays à feu et à sang et sont partis avec le pétrole, qu'est-ce qu'on a vu apparaître dans les rues de Tripoli ? Des marchés aux esclaves. Et puis là, tous les théoriciens des droits de l'homme, ils ne comprenaient pas. Ils disaient, parce que ce sont philosophiquement des idéalistes, ils disaient, mais je pensais que l'esprit humain a fait des progrès, mais c'est pas l'esprit humain qui fait des progrès, c'est que tout ce que nous pensons, y compris nous d'ailleurs, c'est le reflet des conditions matérielles de notre existence. Et malheureusement, il n'y a pas de sens de l'histoire, et en cas d'effondrement économique, le progressisme va en prendre un coup dans l'aile, ça c'est sûr. Disons, on va tous morfler, mais eux sans doute plus que nous. Pardon. Oui, pardon. Est-ce que, alors tu as répondu en partie tout à l'heure, parce que, mais ton positionnement et justement ce travail que tu peux faire par rapport au wok, est-ce que finalement toi tu l'associes à ta particularité, ou en tout cas ton positionnement particulier au sein d'Éléments, qui est en gros de venir de la gauche, en tout cas du socialisme, on va dire, et finalement est-ce que ça diffère pas quand même très largement en effet du positionnement anti-woke qu'on peut retrouver dans une partie de nos milieux, qui va être plus en effet sur une base réactionnaire, on va dire? Ça c'est vrai, mais je pense pas que ce soit ma particularité au sein d'Éléments, mais plutôt la particularité d'Éléments au sein, on va dire, du paysage médiatique dissident. Parce que vraiment, enfin, je veux pas parler pour les autres, puis il y a de toute façon des sensibilités différentes, et c'est ce que j'aime, mais enfin, globalement, ce qu'écrit Alain de Benoît, ce qu'écrit François Bousquet sur ces questions-là, ça ne diffère pas fondamentalement de ce que je suis en train de vous dire là. Hein. On n'est pas des jésuites, et on l'a jamais été. Et ce n'est pas nouveau, parce qu'on nous dit toujours, parce qu'on me fait toujours ce procès en disant oui, mais alors il y a une gauchisation depuis que tu es là et d'autres. Déjà c'est pas vrai, parce que sur ces grands sujets, le socialisme, enfin Alain de Benoît avait dit des choses alors que j'étais même pas né. Hein. Et puis en même temps d'autres font le même procès en droitisation qui est tout aussi absurde, quoi. Donc non, vraiment je me sens à l'avant-garde de rien. Par contre, je me sens comme un poisson dans l'eau dans cette revue, donc je défends ces idées-là. Je suis très à l'aise pour le faire, quoi. Mais est-ce que quand même un axe qui peut-être est plus, je trouve, plus pertinent, plus intéressant en tout cas, ou peut-être plus efficace d'attaque contre le wok, est justement de montrer en quoi il pervertit ou il travestit ce vieil héritage socialiste européen. Mais en quoi le pervertirait-il, puisqu'il n'a pas du tout la même matrice? Non, mais justement, le problème, il est là. C'est qu'en fait, il arrive à prendre les oripeaux du progressisme, du socialisme. Il s'en revendique. Du progressisme, oui. Le socialisme n'a pas toujours été progressiste, ça dépend. C'est une dialectique historique. Mais à un moment, les gens qui le portent aujourd'hui, on les retrouve dans des mouvements qui continuent d'afficher un héritage socialiste, entre guillemets. En gros, toute la petite constellation Trotsky. Voilà, c'est surtout à eux que je pensais. Ouais. Non, oui, mais alors le dévoiement, alors il est du côté du trotskisme. Alors ça, c'est très clairement. J'ai aussi fréquenté ces milieux-là quand j'étais jeune. C'était déjà pas bien brillant, mais maintenant ils ont continué sur cette pente-là. À mon avis,
la trahison est totale. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper d'ennemi. J'étais il y a quelques semaines à l'université d'été d'Action française où ils avaient eu l'amabilité de m'inviter, non pas comme caution républicaine, comme disent les mauvaises langues, mais parce qu'on s'entend bien, puis c'est des gens très ouverts d'esprit. Et je me suis dit, tiens, quand je vais parler devant un public de droite, conservatrice, je sais qu'ils sont déjà convaincus par la nécessité de combattre le wokisme, mais je pense qu'il y a peut-être des malentendus. Alors j'avais fait une liste d'affirmations qu'on avait discutées ensemble au cours d'un atelier, justement, et notamment la question que tu viens d'évoquer, c'est-à-dire est-ce que le wokisme est un néo-marxisme. Il y a un type qui en parle très bien, qui est un auteur communiste qui s'appelle Loïc Chéniaud, qui a vraiment écrit un très bon bouquin qui s'appelle Marxisme et intersectionnalité, dont je partage la plupart des vues, qui montre que non seulement c'est pas la même chose, mais c'est même carrément l'inverse. En réalité, le wokisme est un avatar du libéralisme. Alors sous des formes qui peuvent déranger les libéraux historiques, parce qu'évidemment, c'est des formes, c'est pas du tout des formes, c'est pas l'esprit des Lumières, justement. Ça c'est vrai, hein, c'est très coercitif, c'est très autoritaire, oui. Mais n'empêche que c'est un dévoiement, mais il y a une filiation. Alors qu'avec le marxisme, non, parce que déjà, dans la fameuse intersectionnalité américaine, d'ailleurs la lutte des classes est remplacée vaguement par un truc qui s'appelle le classisme, sur le modèle du racisme, et encore, on en parle très peu, c'est la dernière oppression tout en bas de la liste, donc c'est pas du tout leur question. Alors ils ont une vision du monde qui n'est pas du tout matérialiste, donc déjà ça les place en rupture avec le marxisme, et ensuite, au niveau du rapport de force géopolitique, cette gauche-là ne regarde plus vers Moscou, au contraire, elle regarde vers Washington, vers les campus, vers comment on appelle ça, comment s'appelle ce campus près de Chicago, Evergreen, oui. Ce genre de truc. Oui, c'est pas Potemkin, quoi. C'est autre chose. Donc là, vraiment, il y a une inversion. Mais évidemment, comme je vous disais, les gens de droite qui ont par exemple, sont des militants historiques anti-marxistes, quand ils voient un truc qui leur plaît pas, ils vont dire que c'est du marxisme. Exactement comme les antifas. Ils vont dire, ça c'est du fascisme parce qu'on n'aime pas, puis que au moins ça se rattache à des trucs qu'on n'aime pas. Il faut être un petit peu plus nuancé que ça. Pour moi, c'est pas du tout une déviation du socialisme parce que ça n'a dès le départ aucun rapport. C'est ça. Mais est-ce que justement c'est pas une espèce d'avatar de ce que les États-Unis sont devenus en termes de démocratie et en termes de... Parce qu'en fait, on oublie un peu de rappeler que c'est quand même tout ça, ce sont des influences essentiellement anglo-saxonnes et ça nous vient des États-Unis et c'est quand même symptomatique d'une civilisation qui est à bout de souffle et à bout de course, quoi. Espèce de fin de cycle, en quelque sorte. Oui, tout à fait. Mais on le voit dans le dernier numéro de l'Antipresse, si vous connaissez ce média en ligne. Spot, oui, tout à fait. Il parlait je confonds. Non, mais je crois que c'était dans ce numéro-là. Il parlait de l'état des forces militaires américaines, de l'état humain. Et c'est inquiétant parce que malgré la puissance économique qui demeure un tant soit peu, il y a plus l'effectif au niveau, je dirais presque au niveau sanitaire, pour former une armée traditionnelle, donc avec des soldats, parce qu'on a des gens qui à force de manger n'importe quoi et puis d'avoir une éducation qui les incite pas à avoir une hygiène de vie correcte, ne sont plus capables de réaliser les tests de recrutement de base, surtout sur le plan physique, également sur le plan intellectuel, mais vous voyez, l'obésité morbide, il y a une étude qui est sortie il y a 2 semaines qui listait un certain nombre d'États américains dans lequel on a dépassé le stade du tiers des habitants obèses, sans parler de tous les gros. En fait, je pense que quand vous êtes dans ces états, vous ne voyez à peu près que des gros. Mais sur ces gros, il y a un tiers qui est obèse, c'est-à-dire c'est une maladie, c'est quand même. Oui. Et c'est une maladie qui est née d'un certain nombre d'industries pathogènes, surtout dans ces pays où c'est même plus une question de pouvoir d'achat en disant les produits sains sont plus chers. Il n'y a pas de produits sains du tout. Chez nous, il y a une différence de classe. C'est la junk food généralisée. Oui, évidemment, c'est difficile de rester la première puissance du monde si ça suit pas sur le plan, parce que c'est révélateur quand même. Alors on est obligé d'aller chercher certaines. À l'époque de Michael Moore avait fait un film à l'époque de la guerre d'Irak, on disait il y a encore dans des quartiers des blacks un peu costauds qui veulent aller à l'université, s'ils reviennent vivants d'Irak, ils auront. Mais même eux maintenant on peut plus les prendre. Donc c'était déjà pourri il y a 20 ans, mais là vraiment ça devient là c'est un signe quoi. Ceci étant, historiquement on a déjà eu ce cas-là. C'est l'Angleterre le Royaume-Uni à la fin du XIXe siècle. Qui constatant en effet le fait que sur la conscription, alors je me souviens plus de la proportion, mais il y avait X sur 10, il y avait X jeunes hommes qui, à cause de leurs conditions sanitaires, de la pollution, de l'épuisement sur l'industrie extractive, ne pouvaient pas être mobilisés et n'étaient pas aptes en fait
à pouvoir tirer sous les drapeaux. Du coup, à l'époque, ça a fait passer des lois sociales, et puis ça a donné naissance aussi au scoutisme. Donc, il y a déjà eu de la réaction par le passé. Après, c'est vrai que l'état global des mentalités a changé, et je vois pas trop comment les États-Unis en effet réagiraient par rapport à ce je constat. sais pas non plus. Mais bon, c'est leur problème. Quel bilan on peut faire globalement de cette espèce? Il y a une vraie guerre en quelque sorte pour faire passer le wokisme et toutes ces théories autour du genre entre les pays du Nord, par exemple, qu'on nous montre souvent comme des exemples de démocratie, ainsi de suite. Quel bilan on fait entre ce que nous vivons en France et ce que tu vis en Suisse, et qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu de ce qui est en train de se passer en Europe de manière globale par rapport à ça? Est-ce que c'est une situation qui est équivalente à peu près à tous les pays, ou est-ce qu'il y a des écarts? Est-ce qu'il y a des vraies résistances? Comment on peut analyser ça globalement? Alors, il faudrait connaître tous ces pays-là. Ce qu'on sait par rapport aux pays du Nord que tu as cités, c'est qu'ils ont souvent servi de tête de pont pour la pénétration sur le continent européen de ces idées-là, pour une raison en fait qui est toute simple, outre le fait qu'il y a peut-être une plus grande perméabilité, mais il y a aussi une raison, je dirais, linguistique ou philologique, c'est que les divers peuples scandinaves sont beaucoup plus aguerris à l'anglais, et leurs universités sont beaucoup plus ouvertes vers le monde anglo-saxon, alors que dans les pays latins, mais ça c'est des raisons profondes, on a plus de peine avec les langues étrangères, avec l'anglais en particulier. C'est lié au protestantisme aussi peut-être? Oui, tout à fait. Alors, comme les grandes universités des pays du nord de l'Europe étaient beaucoup plus ouvertes vers la langue anglaise, eh bien elles étaient plus ouvertes aussi vers les travaux universitaires anglo-saxons, britanniques et américains, et ça a permis une pénétration du wokisme plus massive et plus rapide. Ensuite, peut-être que c'est arrivé sur un terrain qui était ce protestantisme mais c'est pas aussi il y a les deux, ils coexistent, j'en parle avec beaucoup de pincettes, je suis jamais allé dans ces régions-là, mais il y a une coexistence entre parfois cette tolérance ou ce déracinement qui nous paraît excessif, et tout d'un coup des sursauts identitaires qui sont aussi très forts. Je ne sais pas lequel l'emportera. Ce qu'on voit, c'est que comme ils sont tombés là-dedans avant nous, ils ont aussi eu le temps un petit peu de se retourner. Finalement, la situation de pays comme la Suède ou la Norvège semble moins inquiétant sur ce plan qu'il y a 10 ans, parce qu'ils sont revenus en arrière sur certains plans, notamment sur les financements de certains bureaux de l'égalité qui faisaient vraiment de la propagande d'idéologie du genre et autres. Parce qu'il y a eu d'ailleurs un journaliste avait fait du bon boulot là-dessus, un journaliste de là-bas avait fait un reportage sur cette énorme arnaque qui avait attiré l'attention de l'État en disant « Ah, mais on est en train de financer des institutions qui jettent l'argent par les fenêtres et qui sont de purs idéologues », et ils avaient coupé le robinet. Donc il y a toujours l'espoir de dire « Bah oui, tout n'est pas toujours irréversible, on peut faire des erreurs et revenir en arrière ». Et aujourd'hui, regardez les pays du Nord. Avant, on disait « Ah, faites attention, parce que regardez, c'est ce qui va nous arriver peut-être ». Et là, on peut dire « Attention, c'est peut-être aussi ce qu'on peut faire pour réagir ». Après, bah oui, il y a des différences de sensibilité. On peut espérer que les pays de culture latine sont un peu plus résistants, mais je ne sais pas si c'est le cas. Et voilà, il y a évidemment que tout ça va se jouer aussi sur la question de la résistance des mœurs. Ouais. Est-ce que la solution est réellement politique? Est-ce qu'on peut imaginer que, par exemple, par rapport à ce qui se passe en Pologne, en Hongrie, dans des pays comme ça, la prise de conscience du certain populisme au pouvoir, peut-être, est-ce que ça peut être un frein justement à la mise en place de ces choses-là? Alors oui, ça c'est vrai que, surtout qu'il y a eu cette période où les Hongrois, les Polonais ont compris que, par exemple pendant le Covid, que les aides européennes étaient conditionnées à des éléments qui n'avaient rien à voir avec la situation sanitaire, mais qui étaient des éléments d'ordre idéologique. Donc c'est important de le rappeler ça. Oui, mais enfin c'est quand même un fou. On dit on va vous donner tant de millions pour résister à la pandémie, à condition que vous enseigniez telle ou telle idéologie dans les écoles. Puis là, évidemment, les politiques se disent mais quel rapport? Enfin, la théorie queer va nous protéger du Covid. C'est quoi le principe? Donc là, je pense que ça a été peut-être un accélérateur. Et là, il y a une réaction de l'État, ce qui fait qu'ils ont même. Alors là aussi, au nom de leur tradition nationale, du catholicisme, assez souvent, donc pourquoi pas. On a eu d'ailleurs hier une conférence très brillante sur la Hongrie de Orban, de Thibaut Giblin, et il a mis en avant cet élément en disant cette résistance, elle n'est pas seulement économique, elle n'est pas seulement identitaire, elle porte aussi sur la question des valeurs. Donc oui, c'est vrai que je pense que, enfin pour moi ces pays ne sont pas forcément des modèles, mais les pays qui résistent le mieux sur le continent européen, c'est ceux-là, clairement, oui. Entre l'Est et une partie du centre de l'Europe, quoi. Peut-être aussi parce que, pour le coup, historiquement, ils ont été biberonnés aux intrusions étrangères. Oui, voilà, des deux côtés. De remodèlement venu de l'extérieur. Bon, à l'époque, c'était Moscou. Là, c'est une tentative, pareil, de modelage qui vient d'un autre extérieur, qui est l'extérieur occidental.
et que finalement ils ont des capacités des anticorps qui sont sans doute plus poussés, en tout cas plus actifs que les nôtres aussi. C'est vrai. Sur de voir ces intrusions, de voir quand même on essaie de leur imposer des choses de l'extérieur. Ça marque aussi de ce point de vue-là le retour des identités justement par rapport à cette forme de progressisme devenu fou, quoi, tout simplement. Oui, bien sûr. Le besoin de pouvoir se raccrocher. Tu parlais de valeurs justement. Alors on peut en penser ce qu'on en veut. Dans une logique libertaire, les valeurs c'est pas forcément le mot qui est le plus valorisé, mais enfin c'est quand même ce qui peut permettre justement de revenir à des choses qui relèvent et du bon sens et qui peut permettre de structurer depuis la famille jusqu'au sommet de l'État. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'on doit vraiment que c'est avant tout une résistance culturelle et qu'on doit puiser. Alors on peut parler de nos valeurs, ce qui peut paraître abstrait, mais moi je parlerais vraiment de choses plus simples qui sont le mode de vie, les mœurs, l'art de vivre, le côté. Enfin, il y a quelque chose de très agréable et auquel on est habitué dans notre manière de vivre, qui est quand même menacé par le wokisme. Un côté, moi je défendrais, je veux dire que certains défendent leur religion, ça me dérange pas, mais moi ce que je défendrais en tant qu'Européen, c'est une certaine dolce vita, un certain droit au fait de pouvoir parler de tout avec n'importe qui, à l'humour, au rapport de séduction, parce que les rapports hommes-femmes sont au cœur de ça et c'est quelque chose de très important. La légèreté, voilà, exactement, c'est ça, c'est le droit à la légèreté. Je repense à un échange, mais alors c'était peu après le 11 septembre sur un plateau télé entre Frédéric Beigbeder et Marc-Édouard Nab. Et puis Marc-Édouard Nab était dans ce processus un peu provocant de prendre le parti des terroristes. Beigbeder était très choqué en disant oui mais enfin, et puis à l'époque Beigbeder me paraissait tellement futile, bourgeois, que j'avais tendance à penser comme Nab, ouais c'est vrai qu'on doit se défendre, mais qu'est-ce qu'on a à défendre? Mais avec le temps, je pense un peu autrement. Enfin, ma vie et ma vision du monde et de la France n'est certes pas celle de Beigbeder, mais quand il disait oui, on doit se battre pour la frivolité, et Nab lui répondait enfin quel idéal, c'est quand même pas le chevalier Bayard, la frivolité. Enfin, certes, mais c'est pas mal non plus en fait. Il n'y a pas de comment dire, c'est pas une cause indigne. Je pense que de se battre, tu as parlé de la légèreté, qui est peut-être un terme un peu mieux connoté que frivolité, mais moi je tiens à cette légèreté. J'ai pas envie que les choses se crispent. Je discute souvent avec des jeunes gens qui viennent à des conférences, des jeunes hommes, des jeunes filles. J'ai l'impression que leur quotidien est parfois un peu assez dur, beaucoup plus dur que ce que j'ai vécu, notamment dans le rapport aux autres, et ça me chagrine. Je me dis mais c'est dommage, ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont intelligents, et ils n'arrivent pas vraiment à s'amuser comme on le faisait, parce qu'ils sont bloqués, ils ont peur, enfin il y a cette idéologie, cette chape de plomb. C'est pas la mort, c'est pas la fin du monde, mais c'est dommage de leur imposer ça, alors que ça procède d'aucune nécessité matérielle qu'ils oppresseraient. C'est de l'idéologie pure qui est dans le ciel des idées, et il suffirait de la balancer pour qu'ils puissent retrouver les libertés dont nous on a joui, quoi. Ouais, mais après sur cette génération-là, enfin deux choses. La première, c'est que je pense que il y a d'une part le fait qu'on n'a pas de leçons à recevoir. Je veux dire, après tout, une de nos figures tutélaires, j'ai une figure tutélaire. Une de nos figures culturelles, c'est Monterland. Tout le monde sait quelle était l'orientation sexuelle de Monterland. L'homosexualité dans les sociétés occidentales a toujours eu une place. Alors, c'est vrai qu'il y avait toute une législation. Ah non, mais le problème n'est pas là. Voilà, une législation qui pouvait être en effet oppressive, ça là-dessus très clairement. Mais on n'est pas là-dessus, on n'est pas sur cette question-là d'une place. Voilà. Donc, il n'y a pas à battre sa coulpe par rapport à ça. Et la deuxième chose, c'est par rapport à cette génération dont tu parles. Je pense qu'en fait, le problème, c'est la tectonique des plaques auxquelles elle est confrontée entre la poussée wok, une poussée musulmane de religiosité populaire que moi je constate dans les établissements scolaires, qui est qu'on ne se fait plus la bise, on se frappe le cœur, enfin tous les codes, par exemple musulmans qui sont devenus, qui sont répandus sur cette génération-là parce qu'elle est portée par le nombre, tout simplement, mais qui imposent du coup des vraies contraintes en termes de regard, en termes de remarques, de contraintes sociales au moment du ramadan, enfin, toutes ces réalités-là. Et donc en fait on a des contraintes très opposées qui parfois se retrouvent mais qui modèlent en fait une génération qui en effet est constamment en train de marcher sur des œufs. Oui, mais c'est ça là-dessus, la culpabilisation à outrance. À se dire oh là là, alors je dis ça, mais je fais ça, tout. Alors je faut pas que je dise ça, je peux pas faire ça, je peux pas. Si je m'habille comme ça,
Oui, ça devient compliqué. Bah oui, déjà que l'adolescence, c'est déjà une période compliquée. Là, on les aide pas beaucoup, et c'est vrai que c'est extrêmement dommage. On les aide pas du tout. Non, on les aide pas du tout. Ma fille qui a été en voyage scolaire l'année dernière en Allemagne, une journée était consacrée à du lavage de pavés. Il y a un artiste, alors c'est un nom en allemand, je sais plus comment ça s'appelle, qui a mis des espèces de pavés avec les noms de juifs morts dans les camps, dans leur ancienne maison. Et ben, les élèves qui vont en voyage français, qui vont en voyage linguistique, passent une journée complète pour la forme à nettoyer les pavés, parce qu'il faut entretenir les pavés, quoi. Oui. Comment est-ce qu'on peut imaginer... Moi, je me suis accroché un peu avec la... Elle m'a dit, mais vous vous rendez compte de ce que vous dites? Je dis, mais vous vous rendez compte de ce que vous faites? Est-ce que des jeunes aujourd'hui que 15 ans sont responsables de quoi que ce soit? Oui, mais la mémoire de machin, nanana, il faut entretenir le truc mémoriel. Je dis, mais c'est les culpabiliser pour quelque chose. Ils ne sont pas responsables. Donc quand tu ajoutes tout ça, mis bout à bout, il y a une chape de plomb qui est devenue insupportable. Oui. Non, et puis comme tu dis, il y a la convergence de deux formes de puritanisme, alors qui ne peuvent pas s'entendre, certes, mais qui coexistent sous des... Il y en a une qui vient du bas, une qui vient du haut, hein, clairement. Je veux dire, en gros, il y a l'influence anglo-saxonne bourgeoise universitaire et l'influence musulmane migratoire et plus populaire, quoi. Juste du populaire avec tout. Alors là, on peut toujours espérer qu'ils ont utilisé l'un contre l'autre, mais j'aime pas ce genre de calcul parce que je trouve ça extrêmement cynique. Mais surtout, dans un cas comme dans l'autre, j'ai pas envie de choisir entre Charim et Dessila, quoi. C'est ça. Ouais. Je voudrais revenir sur un des thèmes, pour terminer cette émission, qui te tient à cœur, c'est le principe de la démocratie directe. C'est une thématique... On a fait toute une émission là-dessus, je crois que c'est la dernière où je suis venu. C'est vrai, ça fera l'occasion de te faire revenir, justement. Mais peut-être, justement, mettre en comparaison ce système de démocratie directe. On parle souvent de la Suisse un peu comme un pays idéal de ce point de vue-là, parce qu'il y a un système de suffrage qui c'est au niveau des cantons, au niveau des villages. Tu vas peut-être nous expliquer un petit peu comment ça se passe, mais qu'est-ce qu'on peut y voir pour nous Français avec notre système qui est quand même notre système politique et qui est quand même à bout de course? On voit Macron qui est élu à peine 20% par 20% des Français. Qu'est-ce qu'on peut imaginer ou qu'est-ce qu'on pourrait envisager de manière à retrouver quelque chose qui soit plus conforme à une réalité, si tant est qu'on croit encore aux vertus de la démocratie? Ah oui, heureusement que c'est la fin de l'émission. Non, mais bien sûr. Après, les modèles sont difficilement exportables. Toutefois, le nôtre, en tout cas dans sa structure, dans ses institutions, fonctionne pas trop mal, même si dans les faits, dans le réel, il est court-circuité par les logiques du capital. Hein. La démocratie et le capitalisme se mélangent mal. Mais si on s'en tient simplement à la théorie, moi j'ai un rapport à la démocratie suisse qui est un petit peu particulier. Je dirais que c'est un rapport révolutionnaire conservateur, parce que quand je viens, comme ici à l'étranger, en France en l'occurrence, j'ai tendance à plutôt défendre cette ligne conservatrice, c'est-à-dire je vais être même un peu chauvin, promouvoir ce modèle, tout simplement parce qu'on doit résister à des assauts extérieurs, ceux de l'Union européenne. Hein. On entend à chaque fois je prends l'exemple français, Cohn-Bendit, chaque fois que la Suisse vote quelque chose sur lequel il n'est pas d'accord, il dit il faut arrêter avec cette démocratie, ce serait le temps de les mettre au pas, enfin bref. Quand je suis en Suisse, je vois aussi les limites du système, donc il y aurait plutôt le côté révolutionnaire dans le sens où c'est bien, mais il faut aller plus loin. Cette démocratie est une étape il faudrait aller plus loin vers la vraie démocratie populaire. Mais dans les choses qui existent déjà et qui peuvent fonctionner, tu les as citées, il y a cette subsidiarité à plusieurs niveaux. C'est ce qu'on appelle chez nous le fédéralisme, entre la confédération, les cantons et les communes. C'est vrai que on peut voter à ces trois niveaux-là, ce qui crée déjà une certaine proximité. Et c'est pas dû à l'échelle. Alors oui, l'échelle d'un petit pays aide. Mais il y a des grands pays qui sont plus ou moins fédéralistes. Hein. C'est le cas des États-Unis, c'est le cas dans une certaine mesure de la Fédération de Russie. Je dis pas forcément que c'est des exemples, mais en réalité, ça peut fonctionner dans le sens où c'est pas un problème d'échelle. Et je dirais même au contraire, plus le pays est grand et plus on a intérêt à diviser, parce que sinon, un grand pays complètement jacobin, centralisé, ça, voilà. Moi, je vois en Chine. Je vais pas dire que la Chine est structurée par la France, mais il y a des points communs. C'est un grand pays très très centralisé. Ça crée d'énormes problèmes. La corruption, par exemple, est sécrétée à cause de la centralisation. Plus on s'éloigne de Pékin, puis plus les petites villes de province, mais c'est mafieux. Les gens font ce qu'ils veulent. Les responsables du parti, les mafieux locaux font ce qu'ils veulent. Et ça, c'est en partie à cause de
de la centralisation. Voilà, chaque modèle est différent, mais disons fédéralisme et démocratie directe vont un petit peu de pair, quoi. Mais de même que ça va de pair avec d'autres aspects, comme chez nous ça va avec la neutralité, qui est une neutralité armée, donc une armée de milices. Ça c'est un grand sujet qu'on va pas aborder aujourd'hui, mais c'est un tout. Au moment de soulèvement des Gilets jaunes, je crois que c'est l'année, enfin les 2 années où j'ai donné le plus de causeries en France sur le thème de la démocratie directe, et à chaque fois à l'invitation de Gilets jaunes ou d'associations proches des Gilets jaunes, et j'ai senti, avec plaisir d'ailleurs, qu'il y avait un soudain intérêt de ces révoltés pour le modèle suisse, en disant tiens, il y a un petit pays juste à côté de chez nous qui fonctionne un peu différemment. Puis finalement, ce qu'il reprochait à la Ve République, c'était sa verticalité. Il y a eu aussi l'influence d'Étienne Chouard avec les projets de comment on appelait ça, de référendum d'initiative citoyenne. Donc forcément, alors lui, il parle de la Suisse, il parle aussi de la Commune de Paris, il parle de la Grèce antique. Il faut mélanger tout ça, il faut mixer les modèles. Mais là, pour le coup, la Suisse est souvent montrée comme un exemple, pour le coup. Oui, disons, c'est pas un exemple parfait, mais oui, c'est un exemple intéressant. Après, je pense à un historien suisse, Olivier Meuvely, que j'avais fait écrire dans Crisis il y a quelques années sur la démocratie. Lui est un petit peu plus sceptique que moi, il défend aussi ce système, mais des journalistes étaient venus le voir au moment des Gilets jaunes en disant regardez, est-ce que vous pensez que les Gilets jaunes, si par exemple s'ils renversaient le gouvernement, pourraient installer un système comme la Suisse? Et lui, il disait oui, mais vous savez, la Suisse, c'est une construction historique de 800 ans. Voilà, il n'a pas tort non plus. C'est-à-dire que changer des institutions, on peut le faire, je ne vais pas dire en claquant des doigts, mais on peut le faire par une révolution. Ensuite, la démocratie, ce ne sont pas que des institutions politiques, ce sont des mœurs. C'est un esprit, j'ai envie de dire l'esprit de fair play, même si j'aime pas beaucoup ça, mais je le vois bien en Suisse, parce que même si c'est en train de se péjorer aussi sous l'effet de l'individualisme, du wokisme, etc., mais en général en Suisse, il y a de fortes chances, quand on va voter, qu'une fois sur deux, on soit dans le camp des gagnants, une fois sur deux dans le camp des perdants, parce que ça dépend. Quand on a gagné, on est content. On va faire la fête. Quand on a perdu, oui, on fait la gueule, mais c'est pas grave. Mais il faut accepter. Pour autant que les votations ne soient pas trop truquées, qu'on accepte à peu près que le processus soit légitime, il faut être bon perdant. Il y a cette phrase très belle de Rousseau dans l'Émile, où le précepteur de l'Émile explique au petit garçon ce qu'est la démocratie. Alors là, c'est pas Athènes, c'est Sparte. Et il dit il y a un Spartiate qui se rendait à l'Assemblée pour se proposer comme élu du peuple. Finalement, il y avait je crois, il y a 10 personnes qui ont été élues avant lui, et il est reparti chez lui tout content en se disant tiens, dans Sparte, il y a au moins 10 personnes qui valent mieux que moi. Évidemment, c'est un peu idéaliste, mais je trouve que c'est l'esprit civique que j'admire beaucoup chez les Grecs et chez les démocrates réels, de se dire on peut pas gagner à tous les coups, mais il s'agit pas de savoir qui a raison ou qui a tort, parce qu'en fait c'est une fausse catégorie. On a des opinions, mais ensuite au-dessus des opinions il y a les principes, et si on accepte la démocratie, qui est une loi arithmétique, tout bêtement, il y a une majorité qui se dégage, cette majorité, si elle se dégage de manière régulière, va fonder une légitimité. La démocratie oppose ce qui est légitime à ce qui est illégitime, et non pas ce qui est bon ou ce qui est mal, ce qui est juste ou ce qui est injuste. Tout ça c'est des opinions. Donc évidemment, parfois on est dans l'illégitimité tout simplement parce qu'on est minoritaire. C'est pas grave. Mais déjà en Suisse, c'est pas toujours facile, parce que j'ai envie de dire, notamment à gauche, il y a pas mal de mauvaise foi. Quand le PS gagne une élection, ils nous font de gros discours, la démocratie est le meilleur des systèmes, on a tout compris mieux que les autres. Quand ils perdent, ils disent, faudrait quand même un peu ça c'est le populisme, ce serait bien quand même que le Parlement intervienne pour limiter le droit de référendum, parce que sinon c'est la porte ouverte à l'extrême droite. Donc déjà là, ça coince un peu. Et en France, autant à gauche qu'à droite, j'ai l'impression, comme vous descendez facilement dans la rue, vous appelez la démocratie de vos voeux, si vous l'instituez, est-ce que vous n'allez pas redescendre dans la rue dès que vous perdez une élection et que vous vous retrouvez en minorité? C'est un peu... Peut-être que je me trompe, parce que moi je crois que... mais c'est la crainte que j'aurais peut-être. Je pense qu'il y a un esprit communautaire en Suisse, que moi, chaque fois que j'y vais, en tout cas dans la partie francophone et dans le Jura suisse en l'occurrence, que je ressens comme tel, je peux me tromper, mais il y a ce sentiment d'appartenance, finalement une communauté, ce qui renvoie à ce que tu dis sur oui, on gagne, on perd, tout, mais j'ai jamais vu en particulier au moment des campagnes électorales, sur des marchés par exemple, où on va avoir tous les stands les uns à côté des autres, et puis ça discute. Ça c'est vrai, ça c'est une belle tradition. Il y a ce truc-là qu'on n'a pas. Le samedi matin au marché, là on est en pleine période électorale justement en Suisse, les gens sont là. On l'a pas en France, où on l'a plus, où on l'a peut-être même jamais eu depuis très très longtemps. Puis après, il y a une réalité, c'est que de toute façon, la France est un État centralisé depuis au moins le XVIe siècle. Ah oui, bien sûr. Donc, et que revenir sur ces 500 ans de tradition,
de concentration et de centralisation, ça me paraît compliqué. Ça me paraît très très compliqué. Bien David, il nous reste à te remercier. Eh bien, d'avoir accepté je regrette un peu que mademoiselle soit pas davantage intervenue. Peut-être le mot de la fin, justement. Oui. En fait, moi, éventuellement, je voulais, pour finir, rajouter quelque chose sur le wokisme et notamment le wokisme dans l'école et dans les écoles pour nos enfants, puisque je suis mère de famille, donc je suis quand même assez concernée par le sujet. Et je trouve qu'effectivement, tout ça fait beaucoup de bruit, même si c'est quelque chose qui est quand même relativement encore peu connu en France, puisque tout le monde n'est pas au fait de ça, mais quand même ça prend de l'ampleur, et puis ça passe aussi des sphères différentes, c'est-à-dire que maintenant ça va aussi dans les entreprises au niveau RH, etc., avec toutes les répercussions qui peuvent advenir de ça. Et pour en revenir à l'école, je trouve que effectivement nos enfants en fait sont mis dès très jeunes dans un espèce d'état d'esprit que tout ce qui est à la marge doit devenir maintenant une généralité. Et je pense que c'est compliqué pour eux de se construire avec ça. Et je vous rejoins sur l'idée qu'on a peut-être affaire là à un des derniers sursauts de mouvements comme ça, pseudo-idéologiques, avant un effondrement total avec des préoccupations qui seront des préoccupations un peu plus dans le dur et qui concerneront des choses qui relèveront plus du vital que d'autres choses, que d'une, comment dire, d'être dans une espèce d'identité, de recherche d'identité qui en réalité ne devrait pas en être une. On est fille, on est garçon, on est éduqué aussi dans ce processus de construction d'identité qui amène ensuite à des valeurs familiales qu'on devrait pour le moins protéger aujourd'hui. Et c'est vrai que nos enfants sont quand même assez pris en otage. Voilà, exactement par rapport à ça. Et je pense que c'est important de le souligner. Alors c'est pas pour autant qu'il faille ne rien faire et attendre gentiment l'effondrement, c'est pas ça, mais voilà, je pense qu'il faut aussi les préparer au fait voilà, c'est des mouvements qui existent, qui vont peut-être se répéter, mais qui seront, qui seront effectivement peut-être bien loin des préoccupations qu'ils vont avoir demain à gérer. Mais voilà. je dis, à part ça, je dis pas du tout qu'il faut ne rien faire. Je pense simplement que quoi que nous fassions, ce ne sera pas déterminant dans le processus déjà enclenché d'un wokisme qui s'autodétruit. Absolument, oui. Mais en réalité, à la fin, ils vont perdre. Je veux dire, c'est inévitable parce que, déjà, pour les raisons que vous venez de dire, l'effondrement, mais aussi parce que, le naturel revient au galop. Je pense que aussi dans la Chine des années 60, il y a plein de gens qui disaient la Chine est foutue, on va jamais s'en remettre, on est dans une espèce de fanatisme. Puis au bout d'un moment, le peuple millénaire chinois, la civilisation millénaire chinoise est quand même plus forte que ça, et l'Europe, l'Occident, c'est de même. Néanmoins, là où il y a raison de se battre, c'est qu'en attendant que le naturel revienne au galop, comme vous dites, vous avez des enfants, moi aussi, donc c'est leur génération, c'est peut-être une seule génération, mais c'est suffisant pour qu'on s'en préoccupe. Je ne sais plus quel philosophe à qui on demandait êtes-vous inquiet pour vos enfants non, c'est un homme d'un certain âge. Êtes-vous inquiet pour vos petits-enfants? Il répondait non, oui, ça va, mais c'est pour mes enfants. C'est pas bête. C'est ça. Donc évidemment, Saturne dévorera ses propres enfants, mais quant aux nôtres, en attendant, protégeons-les et éduquons-les. Puis comme vous dites, si l'éducation nationale les déconstruit, il n'est pas inutile, là aussi, de leur apprendre des choses, je sais pas, du jardinage, de les envoyer faire du scoutisme ou des choses qui finalement, non seulement sont saines, épanouissantes et sympathiques, mais en plus, dans le monde de demain, leur seront sans doute plus pratiques que d'aller dans des ateliers non mixtes, apprendre à se déconstruire, quoi. Mais pour dire, hier, par exemple, à la fin de la conférence, il y a un type qui est venu me voir, ça m'a beaucoup touché. Un homme d'une 50aine d'années, il m'a dit, je vous ai lu dans Crisis, votre article sur l'homme déconstruit. Je suis un homme déconstruit en phase de reconstruction et votre texte m'a aidé à commencer ma reconstruction. Alors, tout ça a été un peu abstrait pour moi, même si, oui, je connais la théorie, mais un peu moins la pratique. Mais ça m'a beaucoup touché en disant, mais rien n'est inutile, ni pour les enfants, ni même pour ceux qui sont un peu moins jeunes. Donc non, il faut évidemment faire quelque chose. Il y a du boulot, parce que quand on voit qu'une élue de la République peut résumer le fait qu'un homme devant son barbecue est l'incarnation du patriarcat, c'est quand même... Là, il y a du boulot pour le coup. En tout cas, merci David. Juste rappeler peut-être que sur Internet, on peut te retrouver sur YouTube, bien sûr, mais tu as également un blog où tu fais partager... sur la plateforme partagée qui s'appelle Au fil de l'épée. On peut s'y abonner gratuitement et ce sont des articles hebdomadaires. Voilà. Très bien. Ok, et puis bien évidemment, Éléments,
Rébellion, salut Louis-Alexandre, donc tu participes régulièrement. Hein, alors ça fait longtemps que je le fais plus par manque de temps, mais je les lis toujours avec intérêt, puis ce sont des amis. Ouais. Bon, en bibliographie, je rappelle les socialismes asiatiques, l'Orient est-il toujours rouge. Au Livre Noir en 2017, Guillaume Tell, de l'Histoire à la légende, ça c'est pour le coup... oui. L'intention c'était de parler de la Suisse pour le coup, voilà, et de l'incarnation parler de la Suisse aux Français, dans le cadre du cinéma et de l'histoire des arts. Rappelons aussi que le cinéma c'est aussi une de tes marottes, Voilà, tout à fait, oui. Et à noter que je serai aussi au sommaire du prochain numéro de la revue d'histoire européenne, qui fait un numéro spécial sur la terreur. Voilà. Et donc bien sûr Crisis, on en a parlé, Crisis est à retrouver, fait partie de la nébuleuse élément, au même titre que Nouvelle École. Voilà. Et puis Rodolphe Kert a fait je pense que ça a dû te faire plaisir aussi, on va le recevoir prochainement justement, pour son livre consacré à Georges Sorel. Et tu avais fait la préface qui vient de sortir très bon livre. Et puis non, c'est vraiment un petit mot sur Rodolphe qui était avec nous hier. C'est un garçon de 30 ans, une jeune recrue d'éléments qui est actif dans notre nébuleuse et aussi actif en tant qu'auteur et qui fait quelques médias, qui passe très bien d'ailleurs là. C'est quelqu'un qu'on est très content d'avoir ramené parmi nous et on espère, on l'encourage à continuer. Un garçon à suivre, on n'a pas fini le temps de parler de lui à mon avis. Ouais. Donc à suivre puisqu'on le reçoit prochainement, n'est-ce pas ? Absolument. Voilà. Donc merci beaucoup, merci David, bon retour vers la Suisse. On garde le contact comme d'habitude, tu sais que tu es bienvenu sur Méridien Zéro. Jean-Louis, un mot ? Non, rien tout va bien. Merci. Oui, tout à fait. C'était passionnant, comme d'habitude. Et on dit à très bientôt, et comme il est coutume, à l'abordage. Et pas de Salut à tous.